Vous savez, la fiction, c'est parfois le meilleur moyen de comprendre notre propre réalité. Et aujourd'hui, on va faire exactement ça. On va plonger dans l'univers incroyable de la série Silo pour décoder un truc qui nous touche tous, absolument tous, les biais cognitifs. Vous savez, ces petits pièges de notre esprit qui, sans qu'on s'en rende compte, orientent toutes nos décisions. Alors, imaginez un peu le truc. Vous vivez toute votre existence dans un silo géant, sous terre. Depuis toujours, on vous répète que dehors, c'est la mort assurée. Les murs en béton, ils sont bien réels évidemment, mais ce qui est vraiment dingue dans cette histoire, c'est de réaliser que les murs les plus épais, les plus infranchissables, eh bien ce sont ceux que les gens se sont construits eux-mêmes, dans leur tête. À l'intérieur, la vie est réglée comme du papier à musique par ce qu'ils appellent le pacte. C'est un ensemble de règles super strictes, tout est ordonné, tout est hiérarchisé. Bref, en apparence, chaque décision suit une logique de survie, une logique implacable. Mais, quand on gratte un peu la surface, on s'aperçoit que tout ce système est en fait bouffé par l'irrationnel. Et c'est justement là que ça devient intéressant pour nous. Allez, pour que ce soit plus concret, on va se servir d'un personnage imaginaire qu'on va appeler Sylvain. C'est un agent de sécurité, un type lambda du silo, et sa vision du monde va être complètement chamboulée le jour où il va tomber sur un objet du passé. Un objet qui va lui donner une toute nouvelle façon de décoder ce qui l'entoure. Et voilà l'élément déclencheur. Un vieux bouquin, une vraie relique, qui date d'avant le silo, et qui parle de psychologie et de biais cognitifs. D'un coup, pour Sylvain, tout change. Ce qui n'était qu'un ensemble de règles sacrées devient une simple succession de décisions complètement biaisées. Ce livre, en fait, c'est sa nouvelle clé de lecture. Bien sûr, dans toute bonne histoire, il faut bien un grain de sable pour que la machine se grippe. Et ce grain de sable, eh bien, c'est elle, Juliette Nichols, une mécanicienne des profondeurs qui se retrouve, un peu malgré elle, propulsée au poste de shérif. Son arrivée va tout bousculer, elle va agir comme un véritable révélateur. C'est en regardant comment les autres réagissent à sa présence qu'on va commencer à voir les failles, et les fameux biais. Bon, allez, on entre dans le dur. Comment est-ce que le pouvoir en place réagit face à Juliette, qui est une véritable anomalie dans leur système? Franchement, leur réaction, c'est un vrai cas d'école. On va voir tous les mécanismes de défense d'un système qui se sent menacé. La toute première réaction, elle vient de Sims, le chef de la sécurité. Et c'est direct, c'est viscéral. Il dit « elle ne parle pas notre langue ». Alors évidemment, il ne parle pas d'un vrai dialecte. Ce qu'il veut dire, c'est qu'elle n'a pas les mêmes codes, la même culture. Elle vient d'en bas, elle est différente. Mais alors, pourquoi un rejet aussi immédiat, aussi radical? Est-ce qu'il a analysé ses compétences, son dossier? Non, pas du tout. C'est une réaction purement instinctive. Et là, on met le doigt sur un biais cognitif très classique, le biais d'endogroupe. C'est simple. Notre cerveau est câblé pour favoriser les gens qui nous ressemblent, pour faire confiance aux membres de notre tribu. Pour Sims, Juliette n'est pas une personne avec des qualités et des défauts. Non, elle est avant tout un représentant d'un autre groupe. Et donc, par définition, c'est une menace pour le sien. Du coup, que fait Sims? Il la fait surveiller 24 heures sur 24. Mais, et c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est de regarder pourquoi il la surveille. Il ne cherche pas du tout à découvrir qui elle est vraiment. Non, il cherche juste des preuves pour confirmer ce qu'il pense déjà d'elle. Ah, et ça, c'est le fameux et très dangereux biais de confirmation. Une fois qu'on s'est fait une idée sur quelque chose ou quelqu'un, notre cerveau se met en mode filtre. Il ne va retenir que les infos qui collent avec notre opinion de départ. La moindre hésitation de Juliette, c'est de l'incompétence. Une question un peu directe, c'est le début d'une rébellion. En fait, Sims ne voit plus la réalité, il ne voit que la confirmation de ses propres préjugés. Ok, changeons de personnage. Prenons Bernard Hollande. C'est le chef de l'informatique qui est devenu maire. Quand Juliette veut rouvrir une vieille enquête, sa réponse est finale, sans appel. On ne rouvre pas les dossiers classés. Pour lui, la question n'est pas de savoir si c'est juste ou non. C'est la procédure. Point. C'est l'ordre des choses. Et là, on est en plein dans le biais d'autorité. Le fameux pacte n'est plus un simple guide, c'est devenu une vérité absolue, un dogme qui a complètement court-circuité l'esprit critique. On n'analyse plus la situation, on se contente d'appliquer la règle, bêtement. C'est un mécanisme qui rassure, c'est sûr, mais qui empêche toute évolution, toute adaptation. Bon, maintenant, on va monter d'un cran. On va voir comment tous ces biais individuels, mis bout à bout, finissent par créer une peur collective. Une sorte de psychose générale qui paralyse toute la société du silo. Il faut savoir qu'il y a un fantôme qui hante le silo. C'est le souvenir d'une vieille rébellion, 140 ans plus tôt, une révolte sanglante qui a failli tout les détruire. Ce traumatisme, c'est vraiment la pierre angulaire de tout leur système. Résultat, la moindre protestation, la moindre question un peu dérangeante est tout de suite vue comme le début de l'apocalypse. Et ça, c'est une illustration parfaite de ce qu'on appelle le biais de disponibilité. L'idée est simple, notre cerveau a tendance à penser qu'un événement est plus probable juste parce qu'on a un exemple qui nous vient facilement en tête. Ici, l'image de la rébellion est tellement forte, tellement chargée en émotions dans leur mémoire, qu'elle écrase tout le reste. Du coup, ils ne jugent plus les faits,
Non, ils cherchent juste les ressemblances avec leurs pires cauchemars. Ils confondent ce qui est probable et ce qui est juste facile à imaginer. Alors là, on touche au cœur du réacteur. On arrive au secret le mieux gardé du silo. Et c'est ici qu'on va découvrir le biais le plus tordu, le plus ancré, et celui qui a les conséquences les plus terribles. Tout bascule dans cette scène hallucinante. Juliette est condamnée à sortir dehors. Et là, le maire, Bernard Hollande, panique complètement. Mais pas parce qu'elle sort, non. C'est à cause d'un simple rouleau de ruban adhésif. Ça a l'air de rien, un détail ridicule, mais ça cache en réalité une vérité monstrueuse. Et la voilà, la révélation. Elle s'explique par ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables, ou l'escalade de l'engagement. En fait, les dirigeants du silo savent depuis le début que leur ruban adhésif officiel est de mauvaise qualité. Ils savent que les combinaisons ne protègent personne. Mais imaginez, avouer ça, ce serait admettre qu'ils ont sciemment envoyé des dizaines de personnes à la mort. L'investissement dans le mensonge est devenu tellement énorme, tellement lourd à porter, qu'il est devenu psychologiquement impossible de revenir en arrière. Le point clé à comprendre, c'est que le système ne continue pas parce que c'est une bonne idée. Non. Il continue parce que c'est devenu trop cher, trop douloureux d'admettre que c'était une erreur depuis le début. Et ça, c'est une maladie typique des vieilles organisations, vous savez. Un dysfonctionnement qui, à force d'être répété encore et encore, finit par devenir la norme. Ça devient la culture d'entreprise. Comme on le disait au début, la fiction, c'est un miroir. Maintenant qu'on a un peu décortiqué les rouages du silo, il est temps de retourner ce miroir vers nous-mêmes. Parce que, même si on ne vit pas sous terre, des silos, on en a tous dans la tête. Et les parallèles, franchement, ils sont assez frappants. Regardez, l'écran du silo qui montre un extérieur vert et luxuriant alors que tout est toxique. Ça ne vous rappelle pas un peu la communication de certaines marques ? Le ruban adhésif défaillant qu'on continue d'utiliser. Ce sont nos processus complètement obsolètes, mais qu'on ne change jamais. Et le fameux pacte, la loi indiscutable, eh bien c'est tout simplement la culture du statu quo. Le fameux « on a toujours fait comme ça ». Mais Juliette, elle, a survécu. Et pas seulement parce qu'elle avait le bon scotch. Elle a survécu parce qu'elle a osé douter. Elle a osé remettre en question le système. Et quand elle sort, elle découvre la vérité, la vraie. Son monde, sa prison, ce n'était qu'un silo parmi des dizaines d'autres. Le simple fait de prendre du recul, de changer de perspective, a absolument tout changé. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve. Dans nos propres vies, dans nos entreprises, face à l'information qu'on reçoit, notre premier réflexe, c'est souvent de nettoyer l'écran. C'est-à-dire de faire en sorte que l'image qu'on nous présente soit bien propre, bien nette, pour pouvoir y croire. Mais la vraie révolution, la leçon de Juliette, c'est peut-être que la solution n'est pas de nettoyer l'écran, mais d'oser changer de regard.